répondre, mais je suis toujours surprise. Je suis toujours étonnée de vous voir, même quand il y a un spectacle, même s'il y avait quelque chose de délicieux, de magnifique tout à l'heure dans le hall, mais je suis toujours reconnaissante et étonnée de voir que vous répondez à nos invitations, parfois à nos sommations. Et voilà, et donc cette initiative, quand même, c'est une idée de Jane. Ce n'est pas une idée à moi. Donc c'est une idée de Jane. Elle a dit, il faut, puisque nous venons jouer chez toi, il faut qu'on fasse une rencontre. Et nous avons trouvé ça une bonne idée. Et c'est lui qui a tout décidé, au fond, du thème, de tout. Enfin, donc, je commence parce que nous sommes sous nos toits, mais quand même, d'une certaine façon, le maître de cérémonie de la pensée, le maître de la maison de la pensée, ce soir, c'est toi. Voilà, ça suffit là, c'est trop. Je suis très content toujours parce que je reçois la mérite des différentes initiatives. En réalité, c'était Julia Varley et Charles-Henri Bradier, l'assistant le co-directeur de nos actrices, qui sont les chats pratiques de nos groupes. Et ils avaient pensé de fêter ensemble les 100 ans de nos deux groupes. C'est-à-dire en 1964, les deux groupes, Ariane ici à Paris et moi en Norvège, nous avons fondé ces deux groupes qui ont eu la chance et aussi la persévérance de rester en vie 52 ans maintenant. On va faire une grande fête. Aussi en 2014 et on l'a ajourné. Alors, à l'occasion de cette venue ici, on va réunir Ariane et Eugenio avec tous les acteurs. Et on m'a demandé un titre. J'ai réfléchi, j'étais très fatigué ce jour-là, j'ai dit, ah oui, la fatigue de travailler dans un groupe de théâtre, je ne peux pas présenter ça, on doit toujours utiliser la dialectique. Alors j'ai pensé au prix, dans le double sens, le prix, c'est-à-dire, le prix c'est quand même d'avoir tellement de personnes qui nous offrent, qui nous donnent leur temps de venir ici et écouter les acteurs et les metteurs en scène ce soir. Mais aussi le prix, vraiment la fatigue, l'acharnement, le désir parfois de s'entre-déchirer, de foutre à la porte le meilleur collaborateur et vice-versa. Parce que travailler en groupe, c'est une des choses les plus belles que je connaisse, mais aussi des plus tarissantes, les plus fatigantes. Mais pardon, est-ce que vous entendez bien là-haut? Bon. Mais pour éviter, pour donner une espèce d'ordre à ce qui est au fond est la force plus puissante dans la dynamique du groupe, c'est-à-dire l'anarchie, j'ai demandé à Georges Panu, un vieux ami du Soleil et de l'Orine, de guider cette rencontre. Donc, Georges, maintenant, je mets dans tes mains la responsabilité de la bonne conduite et de la réussite de cette rencontre. Et si vous êtes déçus, oui, on remarque que c'est une stratégie en cascade, c'est que Ariane a dit qu'elle nous accueille, mais que le responsable c'est Eugenio, et Eugenio dit que c'est Georges. Mais c'est plutôt une forme de confiance comme ça. Donc c'est vrai qu'on y va. Je pense que c'est pas intéressant de faire
une sorte d'historique. Mais je pensais partir d'une expérience très récente, l'expérience du voyage. Ariane est allée en Inde, elle a travaillé en Inde, Eugenio a répété à Bali. Ces groupes qui se sont constitués et qui se sont modifiés plus pour le soleil que pour l'Odin, ont beaucoup voyagé. Donc le voyage, en plus, moi je suis assez sensible à ce qui se passe autour de moi, et je me préparais un peu pour cet après-midi, et j'ai vu une publicité pour une voiture, qui disait, la publicité, vous êtes libre, vous êtes ailleurs. Et je me suis dit, ça c'est la première question, le voyage, vous êtes ailleurs. Mais la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce que, à force de voyager, on ne perd pas un tout petit peu les relations avec la terre nourricière, avec un foyer. Donc, ma première question, c'était ça, c'est que le voyage est évidemment un geste polémique par rapport à une culture théâtrale, par rapport à une société, mais en même temps, le voyage est une manière de regarder ce qui est proche dans la perspective du lointain. Je ne vais pas entrer dans la réflexion habituelle et propre au maître assidique, mais je demanderai, les voyages, oui, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? On va marcher par deux chaque fois. Bon, alors, d'abord, il y a des voyages qui sont... Alors, je vais parler évidemment du dernier, notre, pas seulement, pas mon voyage en Inde, mais qui a précédé, au fond, et celui qui a été le plus important, qui est notre voyage en Inde. C'est-à-dire tout le théâtre du soleil, je dis bien tout le théâtre du soleil. Techniciens, bureaux, tout le monde, à ma demande, et parfois avec un peu d'étonnement de certains d'ailleurs, mais à ma demande, avec beaucoup, à mon insistance, je disais, tout le monde est allé en Inde. J'avais plusieurs raisons à cela. Pour les comédiens, musiciens, c'était évident. C'est-à-dire, je voulais qu'ils aient l'occasion de se plonger ou de se replonger dans un certain bain, dont nous parlerons peut-être ou pas. Mais j'avais envie que pour une fois, ceux qui ne brillent pas comme ça sur le plateau, mais sont responsables de beaucoup d'éclats à côté du plateau, hein, je voulais qu'ils soient avec nous. J'avais envie de les retrouver. Et donc, ça a été fait. On l'a fait. On l'a fait grâce à, d'ailleurs, il faut le dire, en passant à beaucoup de gentillesse, de travail, de solidarité avec des gens à Pondichéry, de gens qui nous ont accueillis là-bas, qui ont logé beaucoup d'entre nous, de l'Alliance française, de l'Institut français. Ça a été bricolé, mais bien bricolé. C'est-à-dire qu'on a trouvé un petit peu d'argent ici ou là, etc. Et je vous dis, il y a une bienveillance, beaucoup de travail pour l'obtenir, mais beaucoup de bienveillance, d'initiative, et en France et à Pondichéry, puisque c'est à Pondichéry que nous avons été. Au fond, c'est vrai que j'avais envie de ça, c'était un bonheur, et nous attendions ça, et on allait faire l'école nomade, c'est-à-dire un grand... Bon, voilà, notre école nomade, donc on allait partir à 12, et puis les autres nous rejoindraient 15 jours plus tard, et on commencerait à répéter le spectacle. Et puis le 13 novembre est arrivé, le vendredi 13 novembre. Et je me suis demandé si je n'étais pas, je dois dire, complètement folle de qu'est-ce que ça voulait dire. On est du Théâtre du Soleil en Inde, après ce qui venait de se passer, après l'impensable qui venait de se passer. Impensable, mais curieusement pas imprévisible, mais impensable. Et donc j'ai oscillé, je dois dire. Je n'osais même pas leur en parler. Je me disais, mais nous, on n'a plus le droit. Voilà. On n'a plus le droit. On doit rester collé ici.
à penser à ça, à travailler là-dessus. Il n'y a plus d'autres horizons. Enfin, j'étais paralysée, tétanisée, comme vous tous, je pense, comme nous tous. Je ne décrirai probablement rien là que la plupart d'entre vous n'aient ressenti. Puis finalement, je me suis entêtée, et sans parler même de mes hésitations aux autres, parce que je ne voulais pas révéler des hésitations chez eux, parce que si nos hésitations s'étaient ajoutées les unes aux autres, peut-être qu'on ne serait pas partis. Donc j'ai pas demandé, j'ai pas dit est-ce que tu hésites, j'ai pas parlé, j'ai rien dit, et je me suis obstinée. Et pourquoi je me suis obstinée? Parce que exactement quand tu l'as ébauché, je me suis dit il faut aller un peu loin pour voir, pour comprendre, pour voir. Il faut prendre un peu de distance. Et c'était la distance du voyage, c'était la distance... Bon. Quant aux mères nourricières, aux terres nourricières, bon, il faut bien dire que quand même, en allant en Inde, je savais que nous allions dans une terre qui parfois nous est incompréhensible, même cruelle. Le chaos indien est terrible, mais je savais que nous allions dans un pays qui est pour nous, gens de théâtre, artistes en général, mais gens de théâtre en particulier, qui est juste une terre, une mer d'abondance. Donc voilà, donc, alors qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, je ne sais pas ce qu'on a perdu, je ne crois pas. Je t'avouerai, d'abord, je ne crois pas, enfin, moi je ne me suis pas posé la question comme ça. Je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'on a gagné. Je sais qu'on a été très proches les uns des autres, qu'on s'est beaucoup retrouvés, qu'on s'est beaucoup regardés, qu'on a énormément travaillé, que je dirais, voilà, qu'on s'est... Il y avait quelque chose de régénérateur et il y avait quelque chose qui a affirmé la vie et la vie du théâtre. Alors que les événements, comme je l'ai dit, m'avaient fait, moi, vaciller. On finit par se demander à quoi on sert. Lodin vit dans une petite ville de 25 000 habitants au Danemark, ça s'appelle Ostebro. Donc nous sommes obligés à voyager pour pouvoir rencontrer notre public, nos spectateurs. Le voyage, c'est une condition même de l'existence de notre groupe. Le groupe est plus ou moins permanent. Les artistes sont restés tellement donnés de manière que le fait d'aller dans un pays nouveau n'est pas la grande surprise. La vie est tournée, c'est la vie, on arrive dans un hôtel en espérant que ce soit au moins à 3 étoiles. Ensuite, on va tout de suite dans la salle de répétition pour voir si ça fonctionne, si le plancher est lavé, nous devons nous-mêmes le laver. Et ensuite, on cherche un restaurant qui ensuite va être un peu comme notre maison. C'est ça la vie de tourner. Et ensuite, c'est le travail. Donc, il y a eu dans notre jeunesse, quand il y a dans les années 70, par exemple, des voyages du type de ce que Ariane dit, régénérateur. Quand nous sommes allés, par exemple, en 1974, dans un petit village de l'Italie du Sud, c'était parce qu'on voulait préparer un nouveau spectacle et on imaginait, moi j'imaginais, que le climat, le goût, les saveurs, et aussi les conditions matérielles même, le fait de laisser la sécurité de notre salle, notre petite salle noire où on peut se fermer et s'enfermer et travailler en tranquillité, et au contraire, se trouver à l'air libre presque entre des personnes qui ne savent pas pourquoi tu es là, qu'est-ce que c'est le théâtre dans ce village de l'Italie du Sud. Les gens nous regardaient tout à fait étonnés. Donc ça c'était un défi et sans doute ça a été très régénérateur et ça a mis ça fait bouger énormément de potentialités, des possibilités
vers notre profession. Et maintenant, c'est plus pas ça. Je crois que je peux parler au nom de mes acteurs les plus anciens. Le fait d'aller à Bali, on a été déjà tellement de fois à Bali, on a fait tellement de séjours là. Quand je dis, bon, on va passer une période de 3 semaines à Bali travailler, tout le monde m'a regardé, bon, c'est tout ce que dit le terrasseur, naturellement. Mais personne ne m'a dit pourquoi Bali, pas pourquoi la Thaïlande ou la Mésopotamie, par exemple. Tout le monde. Et je... Non, je ne te conseille pas la Mésopotamie. Oui, peut-être. Ça dépend de quel côté tu choisis. Bon, d'accord. Et pourquoi on est allé à Bali? Simplement pour nous échapper de l'Odin. Parce que l'Odin, c'est impossible de travailler de la même manière qu'on travaille quand on se isole du monde. L'Odin, c'est un lieu où des gens arrivent. Alors c'est la règle des bédouins. Si quelqu'un vient jusqu'à Ostébrou, tu dois l'accueillir, tu lui dois lui parler, et ensuite, il y a énormément d'activités que nous faisons dans la communauté. Il y a tout un milieu d'autres jeunes, des troupes d'artistes qui travaillent, qui partagent les salles avec nous des jours, des nuits. C'est une espèce de lieu d'abeilles et de guêpes en même temps, n'est-ce pas? Parce que ça crée pas mal de tensions, tout ça. Donc, le fait de dire, bon, j'ai fait comme quand j'étais jeune, je me renfermais dans la salle de travail et je peux rester 14 heures sans être dérangé, c'est impossible pour moi. Alors, le voyage, c'est pas un voyage, c'est une espèce de fuite dans un lieu tranquille. Et pourquoi Bali? Parce que j'aime Bali, parce que c'est une île esthétiquement, peut-être c'est le lieu le plus beau que je connaisse, la manière comment les gens, même maintenant, en pleine modernité, ont gardé un sens de la beauté qui me touche. Et surtout parce qu'il y a du soleil. Et moi, je vous chante la sol, il y a du soleil. C'est pour ça que je suis chez toi. et donc, c'est ça. Qu'est-ce que ça a été notre séjour à Bali pendant presque 3 semaines? On s'est levé à 5h30 du matin, on allait à travailler jusqu'à 8h du soir. On était tout réveillés. On allait tout de suite à dormir. Le dernier jour, on a dit, demain on part, bon, allons en ville à boire une bière. Et ce que nous avons fait, la plupart d'entre nous, après une demi-heure, retourner à dormir parce qu'on était crevés. Donc, je vous souhaite d'aller à Bali travailler comme ça. Parce que pendant ces 3 semaines, on a vraiment bâti le squelette du spectacle. Et on a commencé à voir qu'il y a quelque chose qui pousse là-dedans, une espèce de battement. Et ça, aurait été impossible en restant dans la routine très, très active de Ostébrou. Oui, pas tout à fait nous, ça. Tu vois, c'est-à-dire, d'abord, c'est vrai, alors, c'est vrai qu'il y a une petite fuite. C'est vrai que je sais que quand ils sont à Pondichéry, ils n'ont pas le métro, ils n'ont pas 1h15 de transport aller, 1h15 de transport retour. Ils n'ont pas, sauf ceux qui les ont emmenés avec eux, mais c'est très différent, ils n'ont pas les enfants. Donc c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus libres et qu'ils profitaient, je pense que les comédiens profitaient de cette liberté. Ce temps, ces 2 heures de gagner par jour, entre 2 heures, 2 heures et demie de gagner, le soleil aussi en plein hiver, tout ça faisait qu'il y avait une célébration de notre chance. Combien de fois on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, oh, on a de la chance. On a de la chance de faire ce qu'on est en train de faire avec les gens avec qui on est en train de le faire, c'est-à-dire avec les jeunes apprentis comédiens tamouls qui étaient là, qui étaient tellement, je vais utiliser un mot qui est un peu désuet, qui étaient dévoués, voilà, qui se donnaient, qui nous donnaient tout ce qu'ils pouvaient
d'attention, d'aide, etc. Je parle dans la partie des répétitions. Avant, il y avait la partie école nomade, il y avait 100 jeunes indiens et indiennes venus de beaucoup du Tamil Nadu, mais des États voisins aussi. Quelques-uns du Nord, pas beaucoup, plutôt Bombay, Bangalore, le Tamil Nadu, le Kerala, Calcutta. Et là, c'était autre chose, parce que c'était, curieusement, on était là, et peu à peu, on se rendait compte qu'ils avaient complètement oublié leur trésor. On était là pour leur rappeler que les sources des théâtres indiens, c'était nos sources. C'était ça que nous avions bu, mangé, désiré, et que eux, en partie pas tous, hein, parce qu'il y avait là-dedans quelques personnes un petit peu plus âgées et qui étaient justement très très contentes de nous entendre parler de la sorte. Mais les jeunes, ils étaient écrasés par la télévision, mais écrasés à tel point que nous, notre télévision, c'est génial à côté. Hein. Le travail destructeur de la télévision de certains pays est incommensurable. Enfin. Et donc il y a eu tout ça, il y a eu pour nous de découvrir que des jeunes Indiens n'avaient pas de regard particulier pour leur propre culture, leurs propres origines théâtrales, pour leurs sources, mais que quand il se passait quelque chose sur le plateau, les comédiens, vous m'aidez là-dessus, c'est les exemples qui vous viennent, il faut parler. Quand il se passait quelque chose sur le plateau, qui tout d'un coup était du théâtre brûlant, du masque, quelques secondes parfois, quelques minutes, même parfois quelques secondes, mais tout d'un coup, le théâtre était entré. Le théâtre indien, français, peu importe, mais le théâtre était entré. Et à la rentrée, tout d'un coup, comme ça, venu loin de leur inconscient, je sentais qu'ils se disaient, ah, mais alors, oui, alors ça ressemble un peu à ça. Les Kéralais se disaient, ah, et tout d'un coup, il y avait à la fois une fierté et une mémoire de, je sais pas, de ce qu'on a, des choses qu'ils avaient vues, peut-être quand ils avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ça, c'était, ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que parce que on avait l'impression de leur rendre leurs outils, de leur rappeler que nous étions venus avant pour prendre des outils chez eux, pas les voler, mais les emprunter. Et tout d'un coup, on allait continuer, nous, à apprendre. Et on a d'ailleurs continué à apprendre, puisqu'on apprend toujours quand mais on s'est rendu compte qu'on ramenait d'une certaine façon une petite caisse à outils dont ils n'avaient plus non seulement conscience, mais même désir. Au début, on sentait qu'il y a eu un petit moment d'incompréhension. Qu'est-ce que c'était qu'on leur racontait que le théâtre indien était important, le théâtre indien traditionnel était important dans la formation d'un acteur. Il y avait cette... Et donc, bon, alors pourquoi je dis que c'est pas tout à fait pareil? C'est pas tout à fait pareil parce que toi, tu vis effectivement dans un ermitage et qui n'est pas visiblement pas assez ermitage pour toi-même. Mais ici, c'est un peu différent. On est à la fois dans une grande ville et en même temps, je trouve qu'on est très privilégié parce que quand on veut fermer le portail et travailler, on le fait, on peut. Et tout en restant, je crois, assez ouvert aux voyageurs qui passent. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais au fond, l'outil qu'est la cartoucherie, l'outil qu'est notre salle de répétition, nous permet ces moments de recueillement auxquels toi tu aspires et que tu le dis pas tout à fait chez toi. Moi, je sais que je peux les avoir grâce au travail de ceux qui ne sont pas dans la salle de répétition d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on va dans la salle de répétition, les comédiens et moi, je sais
ben, il y a d'autres gens qui ne viennent pas dans la salle de répétition et qui nous protègent parce qu'ils accomplissent un certain travail à la fois de protection, mais pas, ça ne veut pas dire d'exclusion, mais tout ce qu'ils font, ben nous ne le faisons pas, et on est là et on travaille. Mais je crois que dans la question de Georges, quand il a demandé à Maurice et à Ibn de dire, bon, comment vous avez résisté, et quand même, comment vous vous êtes régénéré, je pense que c'est une question importante, parce que c'est ce qui est toujours demandé quand quelqu'un s'est dédié à une troupe pendant plein d'années. Hein. Et c'est ce qui peut courir quand même dans la profession. Oui, mais bon, toujours jouer avec les mêmes. Hein. C'est comme si un peu dans l'amour, on se dit, ah oui, mais quand même, vivre avec le même homme ou la même femme, pendant 40 ans, ça pose des problèmes. Ça produit des phénomènes d'usure. Oui, oui. Et alors, justement, peut-être que le rôle des artistes, justement, c'est justement de savoir lutter contre le phénomène d'usure. C'est-à-dire, puisqu'on emploie ce mot incroyablement prétentieux qui est création, hein, ça veut dire qu'on pourrait s'user à faire de la création. Mais la création, elle n'est pas simplement la création d'un metteur en scène qui donne quelques idées à ses acteurs ou les acteurs qui proposent. La création, elle est depuis le matin dans la cuisine, la première réunion. Si à ce moment-là, pour les uns et les autres, d'ailleurs ça arrive, les jours où nous ne sommes pas nouveaux les uns aux autres, où nous ne sommes pas frais, où nous ne sommes pas acceptants, où nous ne sommes pas désirants de la journée, ça arrive. Mais le boulot d'un groupe, le boulot d'un chef de troupe, le boulot de ses compagnons, c'est de faire que le matin, on soit nouveaux les uns aux autres. Et qu'on soit dans une sorte de célébration de la journée qui va arriver. C'est pas facile. Je ne dis pas que ce soit facile. Mais ça n'empêche que c'est quand même ce qu'il a fait, ce que j'ai fait, ce que lui fait, ce que lui fait, ce que Charles-Henri fait. C'est le matin, il faut travailler, c'est-à-dire il faut être digne de l'idée qu'on avait quand on avait le premier jour de la création de la troupe, qu'on avait de notre vie. Il faut être digne de ça. Et c'est pour ça que je trouve qu'il va profondément honnête et s'arrêter effectivement au moment où, non pas où on doute, parce qu'on doute toute la vie, mais au moment où on sent que on est au soir. On est au soir. Alors donc en soirée, il reste encore de belles fêtes à faire, mais bon, il ne faut pas aller trop loin. Donc ça, je pense qu'à nos âges, aux âges de certains d'entre nous, ceux qui sont comme lui, comme moi, comme toi, mais pas comme eux. Mais pas comme eux. Hein. Donc il y a des questions à se poser tout le temps. Mais je pense quand même que la question que tu as posée, qui est une question, je dirais, récurrente qu'on pose aux troupes, ouais, mais quand même, vous n'en avez pas marre. Ben oui, il y en a qui en ont marre et ils s'en vont. Voilà. Il y en a qui en ont marre. D'ailleurs, quand tu es parti, tu n'en avais pas marre. Tu étais fâché, c'est autre chose. C'était fâché, nous étions en crise. Il y avait une crise. Donc, il y avait une crise. Donc, c'était ça. Et il est revenu, c'était pas qu'on en avait marre. Mais il y en a qui peuvent en avoir marre. Et parfois, on se dit, ah oui. Ah, donc ça, comme tu disais, ça y est, les tempêtes. Mais c'est ça le travail de troupe, voilà, parce que ton sujet, le sujet que Charles-Henri, tu as choisi, c'est la troupe, c'est comment, justement, comment espérer en l'autre tout le temps. Espérer en l'autre tout le temps, c'est-à-dire attendre des merveilles tout le temps. Et je dois avouer que probablement je suis fatigante à cause de ça, mais moi c'est ça que j'attends. Au fond, j'attends des merveilles de chacun d'entre eux tout le temps. Et quand j'attends plus de merveilles, ben à un moment donné, je sais que
arrive, ça veut dire le cruel moment, je dois avouer que je ne peux plus vraiment travailler avec eux. Mais c'est rare quand même, c'est rare et ça doit être dit. Mais c'est ça, c'est un groupe, en fond, même s'ils s'engueulent, même s'il y a des gens, des affinités plus fortes que d'autres, non seulement j'attends des merveilles, mais quand elles se confirment, on se dit « Ah, j'avais raison ». Donc on s'auto-congratule. Non, bon, voilà, c'est ça le travail collectif, tous ces mots un peu sévères, un peu politico, machin. En fait, c'est ça, c'est attendre des merveilles de ceux avec qui on est, et pourquoi pas d'ailleurs de temps en temps attendre des merveilles de ceux avec qui on n'est pas, aussi. Hein. Donc, c'est ça qui régénère. Alors, probablement qu'à un moment, les forces, comme il me disait, les forces physiques, les forces mentales font que on trouve les merveilles, au fond, ailleurs. Voilà, ailleurs, dans des livres, dans des paysages, ou sur un bateau, voilà. Donc, ça, moi, je peux tout à fait comprendre. Mais je pense que la définition même du travail collectif, c'est l'espoir collectif, c'est l'espoir de chaque individu pour les autres individus, et l'émerveillement. Et qu'en fait, on est toujours surprenant. Peut-être surprenant parfois dans sa constance, d'ailleurs. Pas toujours. La surprise aussi, elle est dans la constance, dans l'exigence constante, dans le non-abandon de ses rêves, de ses promesses. Ça aussi, c'est des choses que les hommes politiques et femmes devraient comprendre. Et, voilà. Mais c'est ça. Donc il serait... Voilà, moi, je n'admets pas qu'on dise qu'on ne se régénère pas dans une troupe, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'on se régénère, parce qu'on grandit dans une troupe. Mais peut-être on peut parler aussi avec Eugenio et avec toi, c'est que cette régénération est aussi le fait que le leader lui-même incarne cette possibilité de régénération. Moi j'avais lu une fois je pense que sans toi, l'équipe ne serait pas aussi motivée. La preuve, c'est que en général, les acteurs qui quittent les grandes équipes sont ailleurs, se perdent ailleurs. Donc, au fond, il y a une relation de réciprocité. Il y a une relation de réciprocité entre ce que tu demandes et ce que tu donnes et ce par contre on te répond. Moi j'avais eu une phrase, étant prof de théâtre surtout, et en Occident, pas en Orient, où on transmet un savoir, j'ai trouvé une phrase de Oscar Wilde qui disait « Rien de ce qui est essentiel ne peut être enseigné ». Et je me suis dit, bon, ça c'est vraiment brillant. Mais après, je me suis rendu compte, et justement ton intervention prouve que ma réponse était juste. C'est que rien de ce qui est essentiel ne peut pas être enseigné, sauf la conduite par rapport au savoir, sauf la conduite par rapport au théâtre. Ce n'est pas exactement ce qu'on fait, mais c'est comment le leader, le chef de troupe se comporte. C'est lui qui transmet des énergies, qui engendre des réponses généralement. Et les acteurs se nourrissent en quelque sorte de ce modèle, Eugenio a incarné pour nous tous la dévotion, parce que tu as utilisé le mot, la dévotion au travail. C'est que quand celui qui est censé être un leader apporte cette énergie, apporte cette dévotion, forcément, soit on capitule, on s'en va, soit on reste et on adopte et on respecte cette exigence. Je dirais ça, c'est qu'au fond, on ne peut rien enseigner de ce qui est essentiel. Rien de ce qui est essentiel ne peut pas être enseigné du Oscar Wilde, sauf ce qui est vraiment essentiel, à savoir le rapport avec des gens pour faire une œuvre d'art commune. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est
ces derniers temps, qui prend la décision? Est-ce que c'est une décision commune? Est-ce que c'est une décision autobiographique? Parce qu'au fond, ce qui est frappant, c'est que d'une certaine manière, les spectacles sont des spectacles sur le monde, des paraboles sur la condition de l'être, mais vos textes et vos interventions sont fortement formulés à la première personne. Donc, quand Ariane parle à la première personne de son rapport au théâtre, on voit cette relation sur le plateau. Mais le sujet, le chant traité est choisi ensemble, et à quel moment et par rapport à quel paramètre? C'est toujours moi qui prends la décision de faire le spectacle. Jamais les acteurs. Je le réunis et je dis, bon, j'ai pensé de faire ce spectacle, commencer à cette période, et probablement le terminer dans cette autre. Je leur explique certaines choses et tout le monde se met à travailler. Mais, cela dit, c'est très important de bâtir dans un groupe une réalité parallèle que le metteur en scène ne veut pas gérer. C'est ça, je pense, un des facteurs fondamentaux de la survie de l'Odin. Celui de préparer un acteur. J'ai toujours pensé à préparer un acteur, pas comme un acteur, mais comme un chef de bande. Tout mon projet, ce n'était pas un projet artistique, c'est un projet, dirais-je, politique. Alors, j'ai préparé un acteur de manière qu'il puisse être un leader. C'est ça la vision. Tu vois, quand tu quittes l'Odin, tu dois être un leader, quelqu'un qui sait conduire des hommes, qui sait motiver des personnes à aller au-delà de leurs possibilités, de ce qu'ils croient peuvent faire. Alors, quand ils restent dans l'Odin, c'est très important, après les premières 3-4 années où ils doivent apprendre à donner le maximum, à découvrir que la fatigue est là. Mais tu peux travailler avec la fatigue. Et pas seulement travailler avec la fatigue, tu découvres que la fatigue devient comme une espèce de camarade quotidien qui ne te dérange pas à atteindre des résultats. Ça, je le sais, parce que j'ai travaillé dans l'usine comme marin, très fatigué, mais on travaillait, on atteignait des résultats. Et c'est ça qu'on a appris. Travailler avec la fatigue, d'un côté. Mais en même temps, à un certain moment, de décider de ce qu'on appelle entraînement, c'est-à-dire l'apprentissage. Parce que ça, c'est l'apprentissage qui ne termine pas après 4 ans. Et tu veux continuer, alors tu dois commencer à appliquer de manière individuelle et en compte ce que tu as appris. C'est fondamental de pouvoir dévier, aller dans toute autre direction. Et c'est ça qui s'est passé à l'Odin. Chaque acteur, après 3-4 ans, a commencé à préparer ses propres spectacles, ses propres démonstrations de travail, où je n'interfère pas. Alors parfois ils viennent et me disent, peux-tu voir ce que je suis en train de faire et me donner ton conseil, de manière que chacun d'entre eux a tout un royaume à lui, où il peut utiliser le prestige de l'Odin et la force que ce nom a pour avoir un groupe avec 25 ans, pendant 25 ans, de 25 élèves, ou de faire un festival de femmes, ou de prendre le petit village où il habite, Caille, et le transformer dans un village laboratoire. Chacun de mes acteurs est metteur en scène, pédagogue, et a des projets tout à fait farfelus, où je ne suis pas du tout mis dedans, et qui leur prend un tas d'énergie. C'est ça, mon orgueil, mais aussi ma catastrophe. Parce que quand je les réunis dans la salle de travail, ils pensent que j'ai dans 2 mois, j'ai un festival où on arrive 40 groupes de femmes et je dois recevoir ça. Alors je dois l'apprendre, l'amener à Paris, où il ne peut pas aller, où l'Internet ne fonctionne pas. C'est ça aussi un des aspects de ce voyage. Parce que Roberta devait chercher des personnes pour faire tout un projet spécial. Il a amené maintenant toute une biennale qu'il est en train de faire. Mais c'est aussi ça, cette espèce de dialectique où il y a une force extrêmement centripète, c'est-à-dire le metteur en scène qui décide on va faire ça, et il essaie à motiver tous les jours à aller au bout de ce projet.
mais en même temps, la force, l'énergie centrifuge qui te permet de faire à chacun, de déchaîner son propre individualisme, souvent en dépit et contre ce qui sont les valeurs ou les normes de la force centripète. Non, c'est pas comme ça tout à fait. Alors, d'abord, je trouve cette idée d'enterrer les costumes, je la déteste. Première chose, je la trouve sadique, je n'aime pas d'avoir fait ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose, par contre, alors, effectivement, c'est la plupart du temps, c'est toujours moi qui propose la vision d'un prochain spectacle. Mais moi, contrairement à toi, j'ai extrêmement besoin de sentir que ça les enthousiasme. C'est-à-dire, et il est arrivé une fois ou deux où ça les a intéressés, et pas plus, et j'ai remballé ma proposition. J'ai besoin de sentir que, au moment où je leur parle d'une idée, il y a comme ça, comme un... Tout d'un coup, tu parlais d'enfants, Julien, mais tout d'un coup, effectivement, dans notre foyer, on dirait, au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes que je parle, quand la proposition est vraiment reçue, tout d'un coup, ça devient comme une cour de récréation. C'est-à-dire, tout le monde parle en même temps, tout le monde rit, tout le monde crie, tout le monde imagine déjà des choses, tout le monde se moque. Voilà. Donc, c'est une proposition. Alors, c'est vrai qu'elle est venue de moi, toujours, mais pas parce qu'il y a une interdiction, parce que c'est ainsi, c'est venu comme ça. Il n'y a pas d'interdiction. Maintenant, ils font, c'est vrai qu'ils ont, je sais, et c'est pas secret, ou parfois ça l'est d'ailleurs, ils ont d'autres choses, surtout quand on ne travaille pas, mais c'est quand on ne travaille pas. Quand on ne travaille pas, ils font des choses, et ailleurs, et pour eux, et, etc. Ils ont des projets, etc. Et c'est vrai, par contre, alors, que quand on commence à travailler, voilà, les répétitions du prochain spectacle, ils n'ont plus, je n'aurai pas non plus, ils n'ont plus la place pour faire autre chose que préparer le spectacle voilà, qui va être présenté. Ça, j'arriverai pas, voilà, à savoir que Duccio fait, pendant qu'on répète, alors qu'il a fait plein de choses pendant qu'on ne répétait pas, mais pendant qu'on répète, ça me serait très, très pénible de savoir qu'il a une partie de son cœur et de sa conscience ailleurs. Là, oui, là, je sentirais, je crois, une infidélité, enfin, voilà. Alors que je suis au contraire, comme toi, très fière et très contente de voir que quand le soleil n'est pas en pleine activité, il y a plein de choses qui se font. Est-ce qu'on peut parler de cette fatigue? Parce que nous aussi, nous sommes fatigués parfois, surtout tous les gens qui travaillent. Mais on est fatigué. Et puis quand on devient vieux, on est plus vite fatigué. Mais moi, parfois, j'aimerais bien qu'on analyse cette fatigue. Est-ce que c'est notre troupe qui nous fatigue, ou est-ce que c'est cette impression que nous vivons en ce moment, et qui est, j'espère, momentanée, mais qui est cette impression d'impuissance? C'est-à-dire, moi, en ce moment, plus que fatiguée, alors que, bon, voilà, je viens d'avoir 77 ans, donc je suis âgée, hein, je suis âgée. Donc j'éprouve la fatigue que les gens âgés éprouvent. Et je me dis, je ne vais pas mettre ça sur le dos du travail avec mes amis, parce qu'au contraire, je pense que c'est le travail avec mes amis, et quand je ne travaille pas avec eux, c'est les conversations avec eux, c'est les indignations, les colères que nous partageons qui me régénèrent. Moi, je pense que c'est le monde qui nous fatigue. C'est-à-dire, je pense que nous vivons une période, et je pense que beaucoup de gens partagent ce sentiment ici, où on est tellement tétanisé, inhibé, asphyxié par une question qui est quoi faire,
Que devons-nous faire? Comment faire? Comment empêcher? Comment, au contraire, faire advenir? Moi, je pense que c'est cette question qui nous met, je suis sûre, beaucoup d'entre nous dans cette salle, souvent au bord des larmes, ou au bord on sent qu'on a la poitrine oppressée, la gorge serrée, parce que on comprend. Moi, je parle de moi, là, je parle de certains d'entre nous, parce que nous partageons. Pour l'instant, le monde nous devient incompréhensible, il nous devient inatteignable, et nous sommes à une période très sombre, et qui se finira, parce que des plus jeunes que nous vont trouver la faille et vont agir. Mais c'est ça qui me fatigue, moi. Je t'assure, ça devient une conversation assez intime, c'est pas mal d'ailleurs, c'est bien. Mais moi, c'est pas le théâtre du soleil qui me fatigue, même si c'est très fatigant le théâtre du soleil, mais c'est pas le théâtre du soleil qui me fatigue. C'est d'avoir cette impression très culpabilisante de ne pas comprendre les événements, de ne pas comprendre certaines actions, certaines déclarations, de ne pas comprendre que ce que je crois voir n'est pas vu, que les dangers que moi je vois, d'autres les nient ou les manipulent. Et de voir un monde qui ne nous plaît pas du tout, qui n'était pas du tout. Une amie à nous qui est israélienne me disait tout à l'heure, elle me disait « Ah, regarde, c'est pas le pays que je voulais. » Mais moi, en ce moment, c'est le monde entier qui est Israël pour moi. C'est le monde entier qui n'est pas celui que je voulais. Donc, nous, gens de théâtre, on pense qu'on est utile à ce que le monde se transforme. Et qu'il n'y arrive pas, il faut bien dire. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on a fait un monde meilleur, pour l'instant. Et il aurait peut-être été pire, sans doute. Bon, mais c'est difficile à mesurer, ça. Hein. Donc, je pense que cette fatigue, Ibn a utilisé le mot de satiété, ça peut être le mot de nausée aussi parfois. C'est ça qui nous... Enfin, moi, personnellement, je veux dire, c'est ça qui me fatigue. C'est pas de travailler avec lui, ou avec elle, ou avec lui, ou avec lui. C'est pas... Si, d'ailleurs, tu me fatigues de temps en temps. Mais c'est au contraire, c'est pas de parler avec... Tu comprends, c'est pas de te rencontrer toi et de parler avec toi, ou Robert Lepage qui est dans la salle, ou de voir Robert travailler avec les acteurs. Ça me... Au contraire, ça me redonne des forces, mais c'est ce monde qui s'avance vers nous et qui est de plus en plus opaque et inadmissible. C'est ça. Et après tout, je continue à penser qu'une troupe de théâtre reste l'équipage, l'outil humain, le meilleur pour supporter et résister à ça. Mais c'est pas de travailler qui te fatigue. C'est les murs qui nous fatiguent. C'est la méchanceté qui nous fatigue. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté du monde. Il y a un très beau poème de Brecht qui dit je regarde sur mon bureau la statue d'un méchant ministre pékinois, les veines sont gonflées, le visage est déformé. Qu'est-ce que c'est dur d'être méchant. Merci. Moi, je voulais, en lisant les textes d'Eugenio, en voyant, mais en lisant les textes d'Eugenio, en écoutant Ariane souvent parler, je me suis dit qu'au fond, il y a deux aspects. L'aspect qui est le plus connu, le fait que vous
travaille énormément sur les formes, sur l'audience, sur le langage, mais que de l'autre côté, ce qui vous rassemble peut-être, c'est un certain type de langage sur le théâtre. D'ailleurs, tu terminais, donc on découvre l'utilisation de beaucoup de métaphores qui nous font penser et en même temps ressentir l'expérience. Ce que tu disais tout à l'heure, la métaphore du théâtre comique. Eugenio a utilisé la métaphore du canard de papier. Les métaphores aquatiques sont fréquentes. Et l'autre, d'ailleurs, vous l'utilisez tous les deux, l'Himalaya. Donc l'Himalaya, c'est que le travail ce n'est pas du surplace, mais le travail est habité par un rêve d'ascension. Je ne voulais pas poser de questions, mais faire cette remarque qu'au fond, ce type de discours est un discours qui me semble extrêmement propice pour les acteurs. Ça ouvre l'imaginaire, ça donne un horizon, mais en même temps, ça ne bloque pas l'acteur par des références souvent trop culturelles ou trop banales. Et en même temps, si vous avez assisté à une opération, il y a parfois des moments grotesques, ridicules et même obscènes parmi l'équipe qui travaille. Donc ça, c'est cette espèce de concentration absolue. D'un côté, tous ensemble, et de l'autre, c'est l'alpinisme. L'alpinisme, oui, parce que tu es lié avec un autre par une corde. Si tu ne veux pas travailler, tu as le droit à ne pas travailler ce jour-là. Mais tu empêches les autres à monter dans leur effort quotidien, d'aller au-delà de la paresse qui est notre nature humaine, et trouver le lieu 5 cm plus en haut qui peut peut-être te déplacer. Si tu ne travailles pas avec le maximum, tu empêches les autres. Et c'est ça qui n'est pas moral. Tu as tous les droits de ne pas le faire. Mais alors tu peux aller ailleurs. Donc, je parle d'alpinisme, je ne parle pas d'Himalaya. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord ou non? Moi, je parle d'Himalaya. Et on a le droit de parler d'Himalaya. Mais moi, tu sais, je pense que les images, voilà, peut-être on va dire, les images que me donnent les acteurs et que je m'efforce de leur donner, tu vois, parce que tu parles du travail, mais quand même, tu as tout à fait raison. Les acteurs qui tout d'un coup, par souci personnel, ça, sont lourds ou paresseux ce jour-là, c'est impardonnable et c'est pas moral, et tu as raison. Voilà. Et parfois, il nous arrive quelque chose qui est encore pire, c'est qu'on travaille tous. On travaille, et on n'avance pas. Tu connais ça, ne me dis pas que tu ne connais pas ces moments terribles où tout le monde travaille, et je les vois qui travaillent, qui suent sang et eau, et que moi je suis là et je les fais suer sang et eau, et rien ne vient, et donc c'est ma faute. Voilà. Donc, tu vois, c'est à ce moment-là que vient, heureusement, souvent l'image bienfaitrice, c'est-à-dire ce qui me dénoue, tu vois, c'est-à-dire tout d'un coup, quelqu'un, parfois, moi quand même, mais pas toujours, quelqu'un dit ou fait, et là c'est eux, tu vois, l'action qui nous sort du cauchemar, c'est-à-dire de l'inhibition, de la tétanie, du non-talent, voilà, hein, tout d'un coup, personne n'a aucun talent, ni sur le plateau, ni sur la chaise. Plus rien. Ça fait partie du travail. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, ça c'est fatigant. Hein, c'est ça les moments fatigants. Mais donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand tu parles de l'Himalaya, ou d'un cheval étincelant, ou du cliquettement des étoiles, ou du sable mauve au bord d'un océan mystérieux, c'est naïf, tu vois, c'est, comment te dire, c'est enfantin, mais
c'est curieux, mais ça, parfois ça ouvre, et tout d'un coup, ça respire, et tout d'un coup, où tu dis à quelqu'un, mais c'est un loup, je vois Serge, tu vois, je me rappelle ce qu'on cherchait pour Macbeth, les animaux par lesquels il passait, l'animalité, la bestialité, parce que c'était pas de l'animalité, c'était la façon dont son corps, tu vois, même dans les moments difficiles, où au fond, quand je l'aidais parce que je lançais des animaux sur lui, et lui, il me renvoyait une image tout d'un coup d'une hyène ou d'un tigre, tu vois. Donc, c'est ça ce que je pense, ce dont parle Georges, c'est nous amuser, hein, c'est la balançoire aussi. C'est ça la balançoire dont parlait Julia, c'est-à-dire pour nous. C'est les images, c'est les mots, c'est la musique, évidemment, mais la musique, pour nous, elle est là, c'est un pilier, et donc elle métaphorise aussi. Ce cliquetis des étoiles, c'est Jean-Jacques qui nous le donne. J'ai pas toujours besoin de le... Tu vois, personne n'a vraiment tout le temps besoin de le dire. Mais c'est donc... La chirurgie, c'est drôle parce que moi, c'est le comédien ou la comédienne lui-même ou elle-même que je compare au chirurgien. Tu vois, c'est-à-dire, je pense que eux, ils doivent inciser tellement profondément quelque part en eux pour aller chercher quelque chose pas très beau, une passion terrible. Moi, par exemple, je ne me sens pas du tout comme une chirurgienne. À la limite, à un moment, on se vantait, on disait, bon, en fait, les metteurs en scène sont des sages-femmes. C'est vrai, un peu, hein. C'est vrai, on accouche, on aide les acteurs à accoucher d'eux-mêmes. On les aide, on ne les fabrique pas, on les aide à accoucher d'eux-mêmes. Mais, donc je suis sûre que tu dis Himalaya. Je suis sûre que tu dis peut-être pas Himalaya, mais tu dis le mot que tu as dit à Robert à midi, ce trou de village. Hein? Chibougamau. Voilà. Tu dis Chibougamau, mais tu dis au comédien, mais va jusqu'à Chibougamau, mais tu lui donnes une image. Au comédien. Je crois aussi qu'une équipe si longtemps demande aussi ses ouvertures, ses respirations. C'est un autre mode, de répéter. Oui, je disais que pour un homme de théâtre comme toi, qui fait des spectacles et qui écrit, ton univers, pour nous, est double. Je vois tes spectacles, mais je lis tes textes. Pour moi, ça se mélange. Pour Ariane, moi, je suis un inconditionnel des entretiens d'Ariane. Donc, je vois les spectacles et j'entends sa voix, je vois sa gesture. Donc, peut-être que pour les acteurs, tu ne leur dis pas l'Himalaya, mais moi, j'ai lu dans tes textes des références à l'Himalaya. Donc, je disais qu'au fond, c'est quelque chose qui à mon avis, qui vous rapproche pour apporter cette dimension poétique et ce lien qui s'établit à l'intérieur de l'équipe. Je m'excuse. On est en train de se bagarrer sur les mots qui c'est pas essentiel. Mais c'est vrai, ce que sûrement fait qu'il y a une grande affinité entre Ariane et moi, c'est qu'on a envie de prendre et l'aider. Et par le plus haut de tes possibilités. Ça. Alors, bon, c'était ça. On l'appelle l'Himalaya. La poule, n'importe. Elle est plus douce dans l'image que j'ai. Découvrent, puis vont dans la musique, dans la danse, dans le chant, mieux c'est de toute façon. Et c'est exactement ce que vient de dire Duccio, c'est-à-dire, je pensais quand Roberto parlait du bouton, qui est très formidable, moi ça m'intéresse beaucoup à le voir, mais c'est là où sont nos différences. Ce n'est pas un mode d'expression que je demanderais aux acteurs d'aller apprendre.
Voilà, tout simplement. Si j'avais pourquoi? Parce qu'au fond, quand je leur demande, tu ne veux pas essayer de t'intéresser à ça, essayer de voir, voyons ça, allez, partons, apprenons ça. Au fond, je crois que probablement, c'est toujours des outils épiques que je leur montre. C'est-à-dire, c'est toujours quand on fait du katakali ou quand on fait ce que nous en sommes en train de faire et qu'on ne vous dira pas, ou quand on fait ce que moi j'appelais le kabuki imaginaire, hein, c'est-à-dire s'inspirer du kabuki, mais c'est complètement imaginaire, parce que, comme dit Eugenio, nous ne sommes pas des enfants de famille de kabuki, donc il nous faudrait 10 ans pour... Mais c'est imaginaire, c'est-à-dire comme des enfants, et si on jouait au kabuki, voilà. Et quand même, effectivement, se renseigner, comprendre, savoir, même des choses qu'on n'est pas encore capable de faire, et qu'on ne sera jamais capable de faire. Au fond, c'est toujours tourner vers le récit, vers qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce que même savoir faire ça va me permettre de raconter. Donc tu as tout à fait raison de dire que ce sont des stimulations, ces enseignements, ces leçons que nous prenons, ces maîtres qu'ils vont voir quand ils ne travaillent pas, et que je suis ravie qu'ils aillent voir, soit à Bali, soit au Japon, soit ailleurs. Ils y vont, bien sûr, pour cultiver leur corps, mais ils y vont pour cultiver dans leur corps probablement le muscle le plus important. Et je dis parce que c'est le plus important parce que c'est aussi celui de la compassion. Et c'est l'imagination. Et quand je dis que c'est le muscle de la compassion, je ne le dis pas dans un sens, je le dis dans le sens noble du terme compassion, c'est-à-dire comprendre l'autre, être capable de savoir, d'imaginer ce que ressent l'autre, ce que ressentent les femmes, Julia, ce que ressent l'autre. Donc, c'est ça aussi, ces leçons dont Eugenio dit, bon, ben, elle ne m'intéresse pas pour le spectacle. Mais, comme il dit, elles sont essentielles pour les acteurs parce que ça les bouge, ça leur fait changer d'univers, de musique, de rythme, de gamme, de raga, parce que bon, voilà, quand ils chantent en ce moment, ils ne deviendront jamais des chanteurs indiens ou de chants carnatic. Mais il n'empêche que les efforts d'Emmanuel fait que tout d'un coup, ils comprennent, ils reçoivent d'autres gammes, c'est-à-dire d'autres bases. Et ça change, ça les ordonne. C'est ça, après tout, l'éducation dont nous parlons tant. On s'éduque dans nos métiers, Dieu merci, jusqu'au dernier jour, jusqu'à notre dernier soupir. Et bon, alors après, le bouteau, ben voilà, Roberto choisit le bouteau, nous on choisit autre chose, de plus, à notre avis, plus épique, mais on peut se tromper. C'est ça aussi, c'est ça que, et quand on le fait ensemble, je sais pas, il y a un sens aussi, c'est pas comme, Mais autour d'un problème fondamental qui est celui de l'apprentissage. Pas seulement un apprentissage mécanique, mais un apprentissage aussi qui est capable d'éveiller tout un éventail de possibilités qui dorment à nous. Le fait d'aller dans une autre culture du corps, ne pensons pas à l'Orient, parce que ça suffirait d'aller apprendre le ballet classique ou la pantomime. Là, l'acteur, n'importe quel acteur, ou celui qui veut commencer à être acteur, il se trouve vis-à-vis d'une expérience unique que n'importe, qu'aucune personne dans la société va faire. C'est-à-dire d'apprendre par le corps. Un apprentissage qui passe pas par le concept, par la rationalité, mais par l'imitation. L'imitation est fondamentale dans l'apprentissage de n'importe qui. Et l'acteur le fait à travers le corps, dans un mutisme, un silence extrêmement riche de possibilités qu'il va développer. Alors, le fait, quand on parle d'inspiration pour l'acteur, c'est important. C'est pas le fait d'apprendre des formes,
mais de comment on se remet de nouveau dans la situation d'être quelqu'un comme un bébé qui essaye de s'élever sur pied, parce que c'est la première chose qu'on apprend, d'être debout d'une manière différente, dans n'importe quelle tradition théâtrale. L'acteur apprend une chose, la posture, une posture. Mais le fait même qu'un acteur qui a une grande expérience, 6 ans ou 20 ans, va apprendre une autre posture, c'est comme si c'était le tremblement de terre ou une expérience unique qui est fondamentale et qui le remet de nouveau dans une situation importante, essentielle, dirais-je. Est-ce que ton apprentissage, est-ce que ton training continue toute ta vie comme acteur ou tu le termines après ta fin d'école théâtrale? Peut-être il y a un autre aspect, donc il y avait un autre aspect qui est important pour le théâtre occidental et surtout pour le théâtre occidental, pour le théâtre oriental, nous on a moins accès à ça, c'est le rapport au texte, le rapport aux mots. Chez toi, Eugène, donc les mots viennent en principe d'ailleurs des œuvres littéraires, des traités. Il n'y a pas un écrivain qui t'accompagne, il y a des universitaires avec lesquels tu collabores. Chez Ariane, il y a eu la création collective, l'écriture collective, mais ensuite il y a eu comme une sorte d'alternance entre le cheval blanc et le cheval noir, entre le texte, les Grecs ou Shakespeare, et la collaboration avec Hélène. Sixus, pardon. La question que je voulais vous poser, c'est que comment vous vous affrontez à cette question quand même essentielle pour le théâtre occidental de la langue et du mot? Pour le dire, c'est très simple. Au début, on était un groupe norvégien et on avait un écrivain norvégien qui a écrit pour nous et on jouait pour des Norvégiens qui comprenaient tout. Donc, si un de mes acteurs parlait dans un dialecte du quartier noble, tout le monde comprenait quel type de caractère il y a. Donc, on pouvait exploiter la richesse des nuances de la langue. Mais dès que nous avons quitté la Norvège, nous sommes transférés au Danemark et le groupe est devenu une espèce de région étrangère où nous tous parlons une espèce de langue scandinave, mais que nos spectateurs comprennent et en même temps, la première information qu'ils reçoivent quand ils écoutent un des acteurs danois au Danemark, c'est « Ah oui, mais c'est un étranger qui parle ». Ils peuvent présenter Shakespeare, ils peuvent présenter Tchekhov, mais la première information qu'ils vont recevoir, c'est « Oh, quel est lourd l'accent de cet Italien ou de cette Chilienne ». Donc, alors, nous avons été obligés de rencontrer une solution. Comment raconter une histoire? Parce que le théâtre raconte des histoires. Ça, c'est comment raconter une histoire sans passer automatiquement par un texte qui te fait comprendre. Alors on peut dire, ah oui, exactement, comme il y a quelqu'un qui écrit comme Balzac une histoire, ou comme Dostoïevski, ou comme James Joyce. Et non, pour nous, encore une fois, c'est pas pour vocation d'originalité ou par nécessité d'exprimer tout ça, mais parce qu'on est des invalides, on est des handicapés, on est des personnes qui en réalité ne devraient pas faire du théâtre, parce qu'ils ne peuvent pas parler, communiquer avec le spectateur. Une petite parenthèse, c'est que c'est une stratégie extrêmement subtile que l'ONI a adoptée à un moment donné, c'est de jouer dans chaque pays un peu un second texte traduit, mal dit, mais là c'était une forme de courtoisie pour le spectateur parce qu'il parlait Je proteste. Pas mal dit, on a su transpirer
blasphémé, juré énormément pendant un mois pour apprendre le français que vous allez écouter demain. Le problème, il est légèrement différent pour nous, parce que, bon, on a commencé en France, on a continué en France. En même temps, il y a quand même, au sein du Théâtre du Soleil, 24, 25 nationalités, je ne sais pas combien nous avons en ce moment de nationalités, donc il y a forcément des accents. Et moi j'adore ça, mais bon, voilà. Donc il y a des accents qui tendent à être le plus léger possible, le plus mélodieux possible, à interférer le moins possible, et dans la compréhension et dans le rythme de la langue, et dans son articulation, dans sa prononciation, mais il y a des accents. Bon, moi j'ai appris à m'en ficher, c'est-à-dire voilà, c'est comme ça, et je pense que le public qui vient nous voir fait comme tu dis, c'est-à-dire tic, comme ça, dans les premières phrases, et après il se dit, comme moi, eh ben, c'est comme ça. Et je pense que ça n'handicape pas. Mais alors, donc maintenant, il y a le rapport avec Hélène, évidemment, c'est ce rapport où soit elle écrit la pièce entièrement, soit plus fréquemment désormais, c'est en harmonie avec Hélène Cixous, ou mi-écrite par Hélène Cixous. Et ça, bon, elle est là, elle va me corriger si elle pense que je dis des bêtises, mais ça se décide maintenant, je dirais, pendant la création. Voilà. En fait, on ne sait pas, ni l'une ni l'autre, qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va être qu'elle va écrire tout, ou qu'elle va écrire la moitié, ou qu'elle va écrire avant, ou après, ou pendant, ce qui est le cas en ce moment. Et comment ça va se faire? Ça aussi, c'est nouveau, tous les matins. C'est l'acteur, mais l'acteur peut travailler énormément sur le processus de création, mais s'il n'y a pas le spectateur, n'existe pas le théâtre. Alors, ça devient un processus particulier, une espèce de yoga peut-être, ou de hobby, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, comme metteur en scène, une moitié de mes obligations au début du travail, c'est de stimuler mes acteurs de manière qu'ils ne se répètent pas. C'est ça, surtout dans un groupe de théâtre, la menace, la répétition, parce que l'apprentissage amène aussi à trouver une espèce d'identité artistique ou expressive, mais cette identité est constituée par des manières de s'exprimer qui deviennent des maniérismes. Donc, comme metteur en scène, ma première obligation est de créer des situations qui ne permettent pas d'utiliser les maniérismes ou les manières, d'un côté. Et ça dure quelques mois. Mais après quelques mois, je change complètement d'attitude parce que je deviens le ombudsman, le protecteur du spectateur. Je me mets à la place du spectateur et je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire cet acteur-là? Il est en train de bouger les stémés, je n'y comprends rien, ça ne me dit rien. Alors j'interviens de manière très très rigoureuse envers l'acteur.